Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter l'actualité compétitive, notamment après le North American Championship Lorcana Challenge. On va pouvoir regarder ce qui a bien performé et ce qui au contraire a plutôt sous-performé. Cette vidéo est sponsorisée par Labelcart. Labelcart, c'est notre boutique en ligne de vente de TCG. Vous pouvez nous soutenir directement en achetant sur ce site labelcart.fr. Vous avez avec le code ValetPL 2025 5% de réduction sur votre première commande. Il y a évidemment encore du Lorcana disponible et on aura prochainement les précommandes du chapitre 7. Donc n'hésitez pas à passer par ce site pour nous soutenir, c'est important pour nous. Pour participer au petit concours de la vidéo et tenter de remporter un booster chapitre 6, il faut laisser votre meilleur pouce bleu, s'abonner à la chaîne et surtout partager dans l'espace commentaire. On tirera au sort un commentaire et vous pourrez recevoir directement le petit booster chez vous. Merci à tous ceux qui participent, ça référence la vidéo et nous, ça nous permet avec Labelcart aussi de faire un petit cadeau à la communauté. À cette blabla, on passe directement dans le vif du sujet. Le week-end dernier, le 11 et 12 janvier, se tenait à Anaheim en Californie le Lorcana Challenge North American Championship. C'est l'équivalent de ce que nous on a eu au mois de décembre en Europe. Les meilleurs joueurs des challenges américains se retrouvent dans un énorme tournoi et le top 8 sera qualifié au World. On a eu la chance de caster ça en direct depuis la chaîne Disney Lorcana FR sur Twitch avec l'ami Rofelos et c'était exceptionnel. Vous avez été extrêmement nombreux à venir, à nous soutenir et nous on a passé un moment délicieux. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus en détail à ce tournoi-là. Déjà on va prendre le temps de féliciter l'immense Edmond Chiu qui a remporté ce tournoi avec son deck violet-rouge bien particulier. On reviendra sur sa decklist, mais en tout cas, il était vraiment préparé à ce metagame-là. Il a eu un niveau de jeu exceptionnel pendant tout le tournoi, et c'est en toute logique lui qui s'est imposé à la fin et qui remporte le Mickey Gold, tous les lots qui sont inhérents au top 1 du tournoi, ainsi que le joli trophée. Donc félicitations à Edmond Chiu, vraiment un très très beau vainqueur. Maintenant, on va prendre quelques données et essayer de les analyser ensemble pour peut-être définir à quoi va ressembler le metagame à partir de maintenant. Ça vous guidera notamment sur vos decks à jouer lors de vos championnats de set en boutique. Déjà là, on va faire un comparatif entre le championnat européen et le championnat nord-américain. Vous vous demandez pourquoi il y avait 96 joueurs en Europe et 126 aux États-Unis. C'est simple, nous en Europe, on a eu 4 challenges, le top 16 était qualifié, ainsi que le Last Chance Qualifier de la veille, ça porte le nombre de joueurs qualifiés à 96. Et aux États-Unis, au lieu d'avoir 4 challenges, ils ont eu 6 challenges. Donc on prend donc le top 16 des 6 challenges auxquels on rajoute le top 32, pareil, de leur LCQ la veille. Et ça porte le total à 128 joueurs, il y a dû avoir 2 désistements. Au niveau metagame, on a une vraie différence notable entre les États-Unis et l'Europe. Le deck le plus représenté et bleu-rouge et a toujours été bleu-rouge dans ce chapitre 6 et ça a été le cas aussi aux États-Unis. Cependant, tous les decks derrière lui ont pas mal bougé en termes de ratio. On voit qu'en Europe, le deck le plus populaire, c'était violet-vert. Par contre, aux États-Unis, violet-vert, ça a été très peu joué, très peu ramené et on a eu plutôt la place à des decks Amber Steel. Il faut savoir que la conclusion de l'Europe, ça a été de trouver un deck qui était capable de passer en dessous de bleu-rouge, donc de gagner plus rapidement que lui, mais qui par contre, avec du gris, était capable de tempérer les autres decks agressifs. C'était un peu la clé du format. Et cette clé du format, elle a été trouvée avec 2 options qui ont vraiment pris beaucoup de place après le championnat européen. C'est le deck Amber Steel agressive à base de mine des nains et les decks violet-gris qui sont des bases boons avec de l'interaction. Et ces decks-là, avec une stratégie un peu offensive, arrivent à avoir un match-up décent contre bleu-rouge, mais on fait reculer mécaniquement des decks comme violet-vert. D'où la différence de metagame entre les États-Unis et l'Europe. C'est pas spécifiquement que dû aux préférences régionales de style de gameplay. Il peut y avoir un petit peu de ça aussi dans les explications, mais je pense surtout que les conclusions de l'Europe ont apporté un metagame nouveau aux États-Unis. Je m'attendais même honnêtement à ce qu'il y ait moins de decks bleu-rouge au challenge américain, mais le deck est tellement consistant et puissant forcément. Maintenant, on va s'intéresser aux decks qui sont passés du jour 1 au jour 2. Il faut savoir que le jour 2, aux États-Unis, c'était comme pour l'Europe, les 16 meilleurs joueurs du jour 1 sont qualifiés au jour 2. On a donc la répartition au pourcentage de tous les decks qui ont été rapportés aux États-Unis et la même répartition sur le top 16 du jour 2. Ça va nous permettre, grosso modo, de savoir quels sont les decks qui ont été les plus performants et de ceux qui ont plutôt sous-performé.
On va prendre l'exemple de Ruby Saphir qui était présent à 32% sur la ligne de départ et qui place 6 copies et donc 38% dans le top 16. Ça veut dire, on peut en déduire en tout cas, que Ruby Saphir est un deck qui a bien performé, qui était un bon choix pour ce tournoi-là. Pareil pour Embrassier qui passe de 17% à 19%. Très bonne surprise de Saphir Améthyste qui devient le troisième deck le plus représenté de ce top 16 avec 2 copies alors qu'il n'était que 8% sur la ligne de départ. Améthyste, acier qui confirme plus ou moins son statut de bon deck du format, un peu 50-50 contre tout le monde, et qui place 2 copies dans le top 16, là où ils étaient que 10% sur la ligne de départ. Plutôt performance honorable, très peu de violets verts sur la ligne de départ, mais il y en a quand même un qui a réussi à passer jusqu'au top 16, et c'est d'ailleurs le deck qui a été placé en première position à la fin de cette première journée. Je pense qu'il a réussi à esquiver les decks gris et qu'il a dû taper pas mal de decks bleu-rouge. En tout cas, très belle performance pour le joueur. Et par contre, on a deux decks qui ont plutôt mal performé. C'est le deck violet-rouge, ça a été l'hécatombe. Améthyste Ruby qui était présent à 12% et qui ne place finalement qu'une seule copie dans ce top 16. Et c'est notamment le grand gagnant Edmond Chiu avec une liste bien particulière, on y reviendra. Mais c'est voilà, si on doit estimer qu'il y a des decks qui ont moins bien performé que d'autres, le vrai deck qui a sous-performé ici, c'est ce deck Améthyste Ruby. Émeraude Acier, c'était pas très attendu, pas très populaire. Ils ont placé quand même une copie grâce à Zan Sayed dans ce top 16. On va dire que c'est plutôt fine. Pour les decks qui ont sous-performé, du coup, qui ne sont pas passés en jour 2, on voit qu'on a Saphir Acier, Ambre Émeraude, Ambre Améthyste. Et pour le reste, tout est passé. Mais gros déclin quand même d'Améthyste Ruby, qui lui n'était pas très populaire à l'Europe. Mais du fait que le gagnant de l'Europe ait joué violet-rouge, ça lui a forcément donné quand même assez de visibilité pour être beaucoup plus présent aux États-Unis. Côté représentation, dans le top 8, vous avez ici à l'image le top 8 du tournoi. Donc première position, Edmond qui a gagné avec son deck violet-rouge. C'était assez inattendu que ça soit sur la ligne de départ, même dans le top 16, mais il nous a en tout cas régalé avec un niveau de jeu exceptionnel et une liste qui était vraiment bien particulière, en tout cas avec des choix qui ont été très forts et surtout très pertinents. On notera la présence de Steelsong du côté de Sean, qui lui n'avait pas la version mine très populaire, mais une version Steelsong classique, et qui, au demeurant, s'il était capable d'éviter les decks bleu-rouge, ce qu'il n'a pas su faire lors de son quart de finale, eh bien, lui permettait peut-être de tracer directement sa route jusqu'en finale. Malheureusement, il y avait des decks bleu-rouge sur sa route. On a la présence de 2 decks violet-gris dans le top 8, donc très bonne performance de ces decks-là. Et puis évidemment, 2 decks bleu-rouge, il y en avait tellement sur la ligne de départ et tellement dans le top 16 que ça aurait été étonnant de ne pas en voir plus dans ce top 8. Beau travail aussi pour Morgane Chamblin avec son vert violet qui, lui, pareil, est arrivé jusqu'en top 8 alors qu'ils étaient vraiment très peu sur la ligne de départ. Maintenant que vous avez eu toutes les informations, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder les différentes listes qui ont réussi à se qualifier au top 8. La première liste dont j'aimerais parler, c'est cette liste-là de Joseph Kigley. Ils étaient 2 et ils avaient la même liste en top 16, donc grosse performance pour une team qui a rapporté un deck bien particulier, qui était assez peu attendu, même si quand même les joueurs les plus réguliers, les plus compétitifs avaient entendu parler de ce deck Blurple, qui avait globalement un match-up assez favorable contre l'entièreté du metagame, mais qui demande quand même des sorties spécifiques, d'être discipliné au mulligan et surtout un très bon niveau de jeu pour être piloté. En tout cas, nous, c'est un des decks qui nous a le plus surpris quand on a casté en table filmée. On reprend toute la base Boons en y intégrant l'early game des decks violets, et la puissance de ce deck-là, c'est d'essayer de coupler les 2 meilleures cartes du jeu actuellement, c'est-à-dire Voguer sur la mer Azurite et notre ami le génie non ancrable du chapitre 6. Ce sont 2 nouvelles cartes qui se sont imposées instantanément dans le compétitif de l'Orcana, et l'idée d'essayer de les mixer pour faire tour 2 Voguer sur la mer Azurite, tour 3 génie, a probablement incité les joueurs qui aimaient déjà cette bicolorité à vraiment le considérer comme un très bon deck compétitif. Maintenant, le jeu dispose non pas de une carte d'accélération qui était notre ami Tipo, mais bien de 2 cartes qui nous permet avec le mulligan de l'Orcana de tout le temps, à toutes les games, trouver un tour 2 pour s'accélérer et donc forcément ensuite développer notre plan de jeu plus facilement.
Je vais le dire dans cette vidéo, comme ça mettra fin à tous les débats. Je me suis trompé, j'ai parlé trop vite quand j'ai fait ma vidéo top et flop. Il ne vous est bien sûr pas permis d'ancrer une carte non ancrable avec voguer sur la mer Azurite. Parfois, on dit des coquilles, les gens l'ont relevé dans les commentaires, j'ai épinglé le commentaire, mais je sais qu'il y a toujours des débats sur cette carte-là. Elle est, pour ma défense, affreusement mal wordée et donc forcément porte à la confusion. Évidemment, vous ne pouvez pas ancrer une non ancrable avec cette carte-là. C'est définitif et j'espère du coup que ça ne fera plus débat dans la communauté. Au niveau de la liste, le fait de jouer du bleu et de s'accélérer en encre, eh bien, ça nous permet d'avoir la boucle bounce et donc la base violette de tous les decks violets actuels, mais en apportant un late game bien plus écrasant que ce que les autres decks peuvent avoir. Là, on n'essaye pas de passer en dessous de bleu-rouge, on se dit qu'on va être capable d'aller en late game et d'épuiser le deck adverse. On a de très bonnes gestions avec Hades et Elsa, et du fait qu'on soit capable d'ancrer rapidement avec Typo et Voguer sur la mer Azurite, eh bien on va être capable de beaucoup plus mettre en valeur la synergie Bounce que les autres decks plus agressifs, bien parce qu'on aura plus de mana pour la rentabiliser tout simplement. On joue aussi des MacDuck Manor parce que certains lieux sont difficiles à aller chercher pour les decks les plus contrôles. Ça, c'est une liste, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très intéressante et qui, globalement, si le format n'est pas super agressif, a franchement d'assez bons match-up actuellement dans le metagame. Ça risque de devenir un peu plus populaire. Autre deck qu'on est obligé de considérer, même si moi je m'attendais pas du tout à le voir à ce niveau-là, eh bien c'est Humber Steel, la version totalement classique. Alors il y a quand même quelques ajustements dans la liste de Sean. Il nous a ramené 3 Daisy, il est reparti sur une base Queen, il a abandonné les Robins des Bois. La Queen, ça permet de faire ce rêve bleu en early game et peut-être déstructurer les mains des decks bleu-rouge. J'imagine que c'est un peu le seul plan viable de toute façon contre bleu-rouge, tellement le match-up a l'air exécrable. On était peut-être sur quelqu'un qui essayait de mettre la chance de son côté et d'éviter les decks bleu-rouge pour ensuite par contre être capable d'écraser tout le reste du metagame. Tous les decks un peu midrange qui ont baissé leur curve pour passer en dessous bleu-rouge, eh bien forcément se sont démunis face à Humber Steel. Humber Steel qui lui de toute façon avait déjà adopté une mouture plus agressive pour passer en dessous de bleu-rouge. Donc il y avait un méta-call intéressant de la part de Sean, une espèce d'anticipation de méta avec peut-être moins de bleu-rouge et plus de decks agressifs, d'où le fait qu'il ait ramené cette decklist là. Je pense que quand il a vu les 32% de bleu-rouge sur la ligne de départ, il n'a pas dû être content. Ça ne l'a pas empêché de gagner ce match-up-là lorsqu'il était en top 16. Par contre, il a échoué lors du top 8 directement contre un autre bleu-rouge, effectivement. On voit que sa liste, elle n'est pas du tout adaptée. Il y a énormément d'interactions, il y a des Ariel, il a des Gaston. Oui, ça chante très très bien, mais ça ne passe pas du tout en dessous les decks bleu rouge. En tout cas, en termes d'agressivité, c'est pas excellent. Donc voilà, on est sur une mouture Humber Steel plutôt classique qui était légèrement tombée en désuétude, mais qui par contre, si on n'affronte pas bleu rouge, reste un des meilleurs decks du format, un prédateur en tout cas à tous les decks plus low curve qui ont pu émerger. On va parler rapidement ensuite de la liste de Morgan Chamblin, le deck qui a fini premier à l'issue des rondes du jour 1. Une stratégie hyper offensive qui va jusqu'à monter son nombre de tours 1 à 18 avec la présence de 4 Pégases et des Olaf. Pégase qui nous permettra de shifter sur ce Pégase-là. La présence de Prince Philippe, quand même quelques choix forts dans cette decklist. Le retour de l'île Tiberius ainsi que des Cires qui permettent peut-être même d'aller trade des Diablos. Pour le reste, c'est du classique. Tous les tours inviolés qui permettent de piocher. La boucle Bounce qui a été réintroduite avec Madame Mime Serpent, là où certains decks avaient abandonné cette carte-là pour des Madame Mime Merlin. Pas de Friends on the other side ici. On a un deck 60 personnages. On veut aller vite, on veut aller droit. C'est probablement le deck le plus rapide et le plus agressif de ce top 16. Une espèce de version d'hyper rush, mais avec des cartes vertes pour apporter une pointe de disruption et surtout un petit peu de reach à distance avec Gogo Tomago pour finir les parties. Très bien placé contre tous les decks bleu-rouge, assez mal placé contre tous les decks qui ont du gris. Ici, c'est ma liste préférée, vous le savez, c'est ma bicolorité adorée, le violet-gris. Au début du chapitre 6, je me demandais si on n'avait pas moyen d'en faire quelque chose. On a eu de bons ajouts pour le violet et le gris venait bien prédater les prédateurs de bleu-rouge. C'est une espèce d'anticipation de méta. On avait tous cherché des listes pour essayer de faire fonctionner le deck. Certains sont allés plus vers un côté très mid-range avec des Tinkerbell. D'autres sont allés justement sur des versions plus low curve avec des docks. Je
trouvé en tout cas qu'il y avait quelque chose à faire. Ça n'a pas été spécialement trouvé pour l'Europe. Seul Swandai a réussi à se qualifier au World avec sa propre version, mais c'était un peu sa version personnelle. Ça n'avait pas encore explosé dans le metagame, ça ne faisait pas consensus. Et il faut savoir qu'après l'Europe, justement, ce deck-là est devenu populaire et a commencé à prendre des parts de metagame. Donc on en avait pas mal sur la ligne de départ. Ici, je vous présente la liste de Zach Bivens parce que c'est une liste que j'aime beaucoup. On est sur une version low curve, forcément, avec plein de drop 1, très peu de cartes très coûteuses. Notre top curve, c'est Elsa et on n'en a que 3. Pas mal de bons tours 4 avec la présence de 4 lapins pour seulement 2 génies. On revient quand même beaucoup sur la value, la boucle boons pour essayer justement de grinder quand même les autres decks violets. De par le fait qu'on ait 4 lapins, on joue 4 Zeus. Ça nous permet étonnamment d'avoir un match-up assez sympathique contre bleu-rouge parce que Zeus, ça attrape bien les requins et les Sissous particulièrement. On joue aussi le Fire pour pouvoir interagir avec les autres personnages sur le board de l'adversaire. Et pour le reste, c'est du classico, toute la synergie violette, tout en implémentant de très bonnes cartes grises qui, je le rappelle, dans ce deck-là, ne prennent pas 6 sous parce qu'on essaye d'avoir tout le temps des personnages qui ont 3 d'attaque ou plus. D'où le fait que Génie ait été un petit peu sur le déclin et sur le recul parce que c'est une carte qui prend trop cher contre bleu-rouge. Elle prend Brawl, elle prend 6 sous et petit à petit, on est en train d'entre guillemets minorer son impact sur le metagame. Voire même, on est en train de l'enlever de certaines listes, on y reviendra plus tard. Zach Bivens, lui, n'a pas fait le choix le plus radical, il a décidé d'en laisser 2. Vous verrez que Edmond Chu a décidé de s'en passer totalement pour n'avoir justement que des personnages un peu patates. Ici, si vous regardez la liste de Zach, et c'est ça moi que j'aime bien, et c'est exactement le parti pris qu'avait eu Swandai au challenge européen, c'est que à part nos drop 1 et à part le génie, Elsa et le Merlin qui se remboursent, eh bien tout notre deck, en allant de Kaloun jusqu'à Pete, en passant par Mime, Lorenz, la White Rose et les Smith, ne prennent pas 6 sous si la carte n'est pas couplée à un bloc de glace, ce qui permet de rendre votre board beaucoup plus solide face à bleu-rouge, et c'est une des déterminantes principales de ce metagame. Bon, je kiffe sa liste. Elle me semble plutôt très bien. Si vous deviez jouer violet-gris, je pense que vous pouvez repartir de ce point-là. Ça m'a l'air d'être une très belle option. Une des belles surprises, je trouve, de ce top 8, c'est la liste de Zan Sayed. Zan Sayed, c'est un énorme joueur qui était très compétent sur d'autres TCG tels que Magic. Donc il a vraiment, en termes de carrière, plus rien à prouver. Mais il continue pourtant à faire des choses exceptionnelles sur l'Orcana, notamment gagner un challenge à Las Vegas avec un deck de sa propre mouture. Là, pareil, il ramène une version d'un deck un petit peu tuné, alors que le deck était pareil, tombé un petit peu en désuétude. L'idée, c'était de reprendre toute la base discard qui lui avait permis de remporter Las Vegas, tout en baissant sa curve, encore une fois, pour prédater le méchant bleu-rouge. Comme on a une synergie grise avec des chansons, on va quand même avoir un bon match-up contre les decks aggro. Donc finalement, le positionnement de ce deck-là me semble hyper malin, hyper intelligent, et globalement, à part les anciennes versions d'Amber Steel, ce deck-là ne me semble pas avoir de réels mauvais match-up. Par contre, c'est un deck qui peut perdre tout seul, parce que c'est un deck qui a vraiment besoin de shifter Diablo rapidement, c'est un deck qui a 20 non ancrables, et c'est un deck du coup qui peut faire des mauvaises sorties. Donc je dirais que le pire match-up de ce deck-là, c'est lui-même. Sinon, j'adore la nouvelle mouture qu'a apporté ici Zan Sayed. On n'a plus, ne parlons pas de Bruno, on n'a plus les Robin des Bois, on n'a plus les Beasts, on n'a plus tout le côté midrange, on a bien baissé la curve, on a rajouté des chansons à 3 qui sont facilement chantables par nos Pete, par nos Ursula. On a porté le nombre d'actions à 20 pour que Diablo puisse shifter assez facilement. Et comme on a baissé la curve, on se permet d'avoir des Curse Merfolk, des Kaloun, des Dogs pour piocher et un Gogo Tomago pour que, en decklist ouverte dans le top 8, voire dans le top 16, notre adversaire soit obligé de respecter la carte, quand bien même il n'y en a qu'un seul dans le deck de Zan. Bon, bah voilà, ça c'est une decklist de grands joueurs et ça m'étonne pas qu'il ait réussi à aller en top 8. Le deck to beat du format, même s'il n'a pas gagné ni l'Europe ni le challenge américain, en même temps c'est le deck qui a la cible sur la tête. Vous savez, le wanted, celui que tout le monde veut battre, et tu n'as pas le droit de ramener ton deck en tournoi si ton deck n'est pas censé avoir un bon match-up contre bleu-rouge. Et bien quand bien même tous les decks qui sont ramenés dans les tournois sont censés théoriquement avoir un bon match-up contre bleu-rouge, et bien bleu-rouge reste toujours le deck le plus représenté et sûrement un des decks les plus performants, notamment en conversion jour 1, jour 2. Le deck ne va pas spécialement au bout, ça peut être aussi le fruit du hasard, le fruit de la malchance, une mauvaise sortie. Par contre, le deck est toujours bien représenté et ça reste, d'après moi, la meilleure option et le meilleur deck du format actuellement.
La liste ici est plutôt classique. On est sur une liste Maui requin qui, comme on a pu le voir lors du tournoi, a été brillant dès lors qu'on était sur le play, qu'on était capable de l'accélérer avec Voguer sur la mer Azurite, notamment dans How Far I Will Go, ce qui nous permettait de jouer au tour 4. Et là, en termes de timing, la carte est vraiment prédatrice, ce que j'appelle un effet vitrine. Elle fait de grandes choses et on se souvient de l'impact qu'elle a eu sur les games. Inversement, dès que le timing était défavorable, c'était souvent une encre de luxe, une carte qu'on n'avait pas trop le droit de jouer. C'était un peu ce que j'expliquais quand de manière on va dire, un peu provocatrice, je l'avais mis dans mes flops, ça a fait rire un petit peu tout le monde. Je pense qu'effectivement, j'ai été un petit peu advance sur ce call-là. Je pense que ça reste une très bonne carte, Maui Requin. Mais il y a vraiment des moments où elle est vraiment impactante et brillante et des moments où elle sert un peu à rien. D'où le fait que cette carte, pendant tout le tournoi, on a oscillé entre ouais, elle est super forte à ok, malheureusement, elle accomplit pas ce qu'on veut ici. Donc je sais pas trop quoi en penser. Il y a aussi des listes de bleu-rouge qui ne jouent pas Maui Requin et je sais pas du tout vers quel côté va se tourner le consensus. Je pense que quand elle accomplit des choses, elle accomplit tellement des choses importantes que les gens vont globalement quand même continuer à les jouer. En tout cas, ça a été le cas de Scott Markson, pardon, qui a ramené cette liste-là en finale avec Maui Requin. Pour le reste, c'est du classique 3 Tamatoa, 4 Sisu, 2 Bi-Prepared. Les Pirates Life qui sont forcément en synergie avec le requin. Si nous ne jouions pas le requin, nous ne jouerons pas, n'aurions pas joué, pardon, excusez-moi, le français c'est dur ce matin, avec Pirate Life. On a forcément les 3 Ice Block, les 4 Brawl. C'est vraiment, je crois qu'il n'y a absolument aucune innovation dans cette liste-là. On a un petit one-off ici de Queen of Hearts. Le deck est extrêmement solide, a baissé son compte de non-ancrable pour pouvoir jouer Voguer sur la mer Azurite, a le bon nombre de payoffs en late game pour clore la game. Vraiment du classique du côté de Scott et ça l'amène jusqu'à la finale finalement et ça le qualifie au World, donc très belle performance. Et enfin, le deck qui nous intéresse tous est celui qui, je pense, a pris les choix les plus forts dans ce metagame. C'est le deck de Edmond Chu qui lui a décidé de ramener Violet-Rouge, deck qui a été très populaire après l'Europe parce qu'il a remporté ce tournoi-là, quand bien même à l'Europe il n'était absolument pas représenté. Là ça a été l'inverse, il a été très représenté mais très peu performant. Par contre il y a la liste de Edmond qui elle a réussi à remporter l'événement. C'est simple, ce deck-là, il a l'air d'être capable de tout battre. Mais ça a toujours été ça un peu historiquement, Violet-Rouge. Tu as quand même relativement des match-ups à peu près corrects contre tout le monde. Tu peux fine-tuner ton deck en fonction des match-ups que tu veux le plus battre. Là, on a quand même l'orientation un peu contrôle avec le rouge qui va nous permettre de battre les autres mid-range. Mais en même temps, la liste, elle est quand même très adaptée à bleu-rouge, de par le fait qu'on ait quand même beaucoup d'early game pour passer en dessous. Puis ensuite, on a le Finrider et le Sisu qui peuvent prendre de vitesse. Mais on a aussi surtout l'inclusion de 4 Lady Trayman qui ont l'air d'être de mauvaises cartes face à tous les drop 1 du format. Et je continue à dire que face au deck agressif, t'es pas quand même pas super ravi d'avoir des Tremaine. Par contre, la carte, elle est brillante contre bleu-rouge pour pouvoir gérer un Tamatoa ou une Sisu. C'est aussi une carte qui est brillante couplée à Bi-Prepared. Une fois qu'on a rasé le board et que l'oppo repose une carte impactante, on peut décider de la tuer. On a l'inclusion de la bibliothèque qui a été vraiment brillante. À chaque fois qu'on l'a vue sur le terrain de Edmond, elle a fait un travail fantastique. Mais surtout, le choix le plus fort du côté de Edmond, c'est le fait de ne pas avoir ramené de génie. Donc on disait que génie is the new Merlin Lapin. Ben non, moi comme je continue un petit peu à l'expliquer, ce sont deux cartes différentes. En fonction des metagames, on préférera Lapin, en tout cas si on veut grinder, générer de la value, pas forcément faire la course au lore. Lapin restera une carte supérieure. Le génie, il a quand même la problématique de ne pas se remplacer quand il meurt et de prendre très très fort à la fois, de prendre très très cher pardon, à la fois Brawl et Sisu. Et ça a été le choix de Edmond. Je pensais quand même pas qu'on allait jusqu'à aller ne pas jouer génie. Pour moi, c'était plutôt dans le sens de dire qu'il fallait quand même jouer des lapins en plus de nos génies. Je pensais quand même que la carte était vraiment très impactante pour aller faire la course. Mais en fait, ici, le parti pris de Edmond, c'est de dire pour 4 mana non ancrables en plus, déposer un 2-4 qui certes va se remplacer, mais va prendre son brawl ou alors va se faire clean par Sisu contre bleu-rouge. En fait, ça accomplit trop peu. C'est pas assez intéressant. Donc on va plutôt privilégier Merlin qui va mieux synergiser avec ma boucle Bounce, qui va me permettre de récupérer une carte quand il va disparaître du terrain et donc qui va accomplir beaucoup plus dans mon plan de jeu, dans ce que je veux faire, que le génie. Ça reste un choix qui, maintenant qu'il est expliqué, a l'air cohérent, mais qu'avant,
avant qu'il soit mis en place par Edmond, nous paraissait quand même plus ou moins insensé. Et donc moi j'aime bien que les choix forts comme ça soient récompensés, que les choix argumentés, que ce qui a été théorisé par Edmond lui ait permis de remporter le tournoi. Et ça m'étonnerait pas qu'on commence entre guillemets à revenir un petit peu du génie pour commencer à réimplémenter un peu plus de lapin. Et c'est marrant parce que on a la liste de Zach Bivens qui avait l'air d'aller un petit peu vers là, en implémentant 4 lapins pour seulement 2 génies. Entre guillemets, il avait déjà amorcé le choix de reculer un petit peu sur le génie, là où Edmond a complètement assumé ce choix de manière totale. On a une liste ici qui joue aussi 2 Sisu en plus de ses 4 bi-prépares, donc on a un aspect très contrôle quand bien même notre early game est très agressif. Je pense que cette liste est incroyable et que vous allez en rencontrer, à mon avis, pas mal lors de vos championnats de 7 en boutique. Voilà, ça me semblait important de pouvoir faire un tour, en tout cas un retour sur ce metagame du championnat nord-américain. C'était génial à caster, toutes les games étaient trop cool, on s'est beaucoup amusé avec PL Hero Phelos. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cast en direct. Vous avez les replays qui sont disponibles sur la chaîne Disney Lorcana _FR sur Twitch. Je pense que ces replays seront amenés aussi à apparaître sur une chaîne YouTube. Quand on aura l'information, on vous la passera. Merci à tous en tout cas, j'espère que vous vous êtes régalés et j'espère que ce petit décryptage d'actualité pour ceux qui n'étaient pas là vous ont permis d'y voir un peu plus clair sur quelles étaient les options viables et intéressantes pour vos tournois de Champion 7 boutique. Je vous souhaite tous bonne chance pour aller récupérer le fameux Scar, il est quand même très joli et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.